Alors, on va vérifier ceux qui suivaient. Alors, on en était où? Pour conclure. Interrogation écrite. J'en étais, j'avais fini avec Louis XIV. Oui. Vous avez entendu ça? Bon, enfin bon, voilà, je vous disais aux armes citoyens, quoi. C'est arrêtez de le chanter et mettez-vous à y croire, tout simplement. Enfin non, continuez à le chanter aussi, mais ne faites pas que le chanter. On ne l'a pas écrit pour rien, cette phrase dans la Marseillaise. Et voilà. Je suis ouvert à toute question. Merci. Bien pour Merci beaucoup. cette introduction. Merci beaucoup. On va passer peut-être aux questions, mais avant, on pourrait peut-être redire ce qui a été dit au début, parce que personne qui sont arrivés donc, après, c'est que chaque fois que nous faisons une conférence, ensuite nous faisons un compte rendu, et comme lorsque nous écrivons un article sur le site Vox Nostra, nous faisons des propositions. Alors, pour faire des propositions sur le port d'armes citoyen, il faudra bien être clair, à savoir de dire que nous proposons, Vox Nostra, que certains citoyens en capacité d'être armés puissent l'être, c'est-à-dire des policiers, des militaires et des gendarmes en retraite, avec leur accord évidemment, parce que s'ils ne sont pas d'accord, on ne peut pas les forcer, parce que ce sont des gens qui pendant une trentaine d'années, par exemple, ont été habitués à manipuler les armes, donc ils peuvent encore le faire, sous certaines conditions, sous certaines obligations. Après, il y a d'autres personnes aussi qui sont dans les stands de tir, qui sont peut-être en capacité aussi d'avoir des armes. Et là, comme il est indiqué sur l'entrée en matière de leur parc, il y a des obligations, et ça, on pourrait les citer. Peut-être, Mich, que vous pourriez... Les rappeler, oui, tout à fait. Vous m'entendez là? Oui, tout à fait. Oui. Les conditions donc, que réclame l'ARPAC pour accorder le port d'armes, c'est donc des personnes avec un casier vierge, que ce soit bien clair. Il ne s'agit pas de laisser les criminels s'armer. Ils le font déjà, malheureusement. Il y a une question d'antécédent psychiatrique. Il y a un test d'aptitude concret au maniement aux armes, pour qu'on ne se mette pas à se tirer dans le pied ou à tuer le voisin par inadvertance. Et également une formation juridique pour bel et bien comprendre le cadre concret et limité donc un cadre théorique et juridique pour que les Français sachent, qui demandent le port d'armes, sachent exactement ce qu'ils peuvent et surtout ce qu'ils ne peuvent pas faire avec leurs armes. Il y a également dans les critères de l'ARPAC une enquête de moralité qui correspond en fait aux critères actuels pour avoir le droit d'une détention d'armes, pour faire du tir sportif. Donc une enquête de moralité, ça va être un petit peu ce qui va correspondre aux policiers qui, en général, font une enquête pour vérifier que, bon, en somme, ils demandent un petit peu au RG si vous n'êtes pas déjà fiché S, ou si vous avez un casier vierge, mais que vous êtes déjà soupçonné d'être allé faire quelques tours en Syrie, par exemple, pour vous former à certaines techniques particulières, eh bien, il y a une possibilité pour l'État de refuser au cas par cas des profils, on va dire, un peu plus dangereux. Voilà. Donc ça, ce sont les critères de l'ARPAC. Si vous avez des questions, vous êtes ouverts. Alors, allez. Alors, ici, on a ne vous précipitez pas. On a deux questions. Allez. Deux petites questions. La première, c'est qu'est-ce que vous pensez du coup de l'armement des citoyens avec des armes d'alarme? Je pense que à défaut de grive, on mange des merles, mais sachez que les délinquants, eux, ne se limitent pas à ça. Eux, ils ont des armes automatiques et ils ne sont pas limités dans le calibre. Un pistolet d'alarme, par définition, ça fait du bruit. Si vous tirez sur quelqu'un avec un pistolet d'alarme à bout portant, effectivement, vous pourrez lui faire quelques égratignures. En plus, le pistolet d'alarme, c'est bien gentil, mais il fait énormément de bruit. Et donc, en fait, il est tout aussi assourdissant pour vous que pour votre victime, entre guillemets, que pour votre agresseur. Donc,
faut savoir qu'actuellement, c'est interdit. Hein. Les bombes lacrymogènes sont interdits, un couteau est interdit, tout est interdit. Hein. La seule arme que vous pourriez réellement avoir sur vous actuellement, c'est une lampe, parce que ce n'est pas vraiment une arme. Une lampe dont vous vous serviriez comme une arme contondante. Je pense que le pistolet d'alarme, c'est un pansement sur un cancer. Et ce n'est pas suffisant. Après, si on nous autorise ça, plutôt que de même pas nous autoriser ça, toujours ça de prix. Mais, enfin, moi, je me mets à la place. Il y a un fait divers auquel je me réfère régulièrement, c'est Anne-Lorraine Schmitt qui, au début des années 2000, prenait le RER à Paris et elle était toute seule dans son wagon et un homme qui l'a agressée sexuellement et qui a exigé une fellation sous menace d'un couteau et comme elle n'a pas voulu, eh bien, il l'a égorgée. À quoi lui aurait servi un pistolet d'alarme? C'est-à-dire que lui, il avait un couteau. Et elle était en infériorité physique et elle en est morte. Moi, même une bombe lacrymogène, ça l'aurait un peu paralysé. Il aurait au moins eu le temps de la tabasser et de la rendre dans un état absolument lamentable. Il faut se rendre compte de la violence à laquelle peuvent être exposées certaines personnes et vouloir brider celui qui se défend. Je pense que ce n'est pas la bonne manière de faire. J'espère que ma réponse vous semble vraiment répondre à la question. Et du coup, ça mène à la deuxième question. Qu'est-ce que vous pensez du dossier Finiada pour les opposants politiques en France? Il est dangereux. Ils ne sont pas fichés S dû à du terrorisme ou dû à des actes, on va dire, de violence, et qui sont fichés S pour des actes Suspicion. de suspicion, de mobilisation politique. Est-ce que vous intégreriez, vous, en tant que... Est-ce que moralement, vous, en tant que président de l'ARPAC, vous réintégreriez des gens qui sont sous le coup de ce dossier Finiada, mais il n'y a pas de raison, on va dire, malin? Alors, le fichier Finiada, on est vraiment dans le fait du prince. C'est-à-dire que lorsque vous êtes inscrit au fichier Finiada, c'est pas une sentence, en fait. C'est une décision administrative. Et autant je peux comprendre que le gouvernement veuille interdire certaines personnes de porter une arme pour des raisons, bon après c'est à déterminer dans la loi, mais ça doit être un processus juridique et non pas un caprice de préfet ou qui sont des personnes non élues, hein, avec un pouvoir assez exorbitant d'ailleurs. Le fichier Finiada, ça devrait être le résultat d'un processus juridique, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir une instruction, vous devriez pouvoir vous en défendre, il devrait y avoir une accusation, et là, à ce moment-là, bon, c'est une peine comme une autre, hein, comme on peut en avoir d'autres. Donc, si c'était fait comme ça, le fichier Finiada, ça ne me dérangerait pas, parce que oui, certaines personnes se comportent de manière qui ne permet plus de leur accorder confiance. Le problème, c'est la manière dont il est fait actuellement. Moi, l'une des raisons pour lesquelles je suis président de l'ARPAC, c'est parce que, bien que je sois français et que j'ai un amour élevé pour mon pays, je ne suis pas résident en France. Et donc, moi, en fait, on ne peut pas m'inscrire au fichier Finiada. C'est une des principales raisons pour lesquelles moi, je peux être président de l'ARPAC. Et que j'ai une réelle liberté de parole sans trop prendre de risques. Mais il y a un certain nombre de personnes, d'ailleurs de l'ARPAC, qui se sont retrouvées au fichier Finiada pour des raisons assez ubuesques. Hein. Il y en a un qui était en possession d'un accessoire qui était devenu interdit, un accessoire d'arme qui n'est même pas l'arme lui-même, qui était devenu interdit et donc il s'est retrouvé au fichier Finiada. Il y a vraiment le côté arbitraire de ce fichier est un réel problème.
D'ailleurs, quand on parle d'enquête de moralité dans les critères de l'ARPAC, on se rapproche un petit peu finalement du problème du FINIADA. Mais si c'est une décision que l'on peut contrecarrer en justice, d'ailleurs de même que les antécédents psychiatriques, si un psychiatre vous juge inapte à porter une arme, mais que vous pouvez attaquer cette décision en justice avec une contre-expertise, là on retourne dans le cadre d'une justice démocratique. Mais tant que ce sont des décisions qui sont le fait du prince, le prince étant le préfet en général, hein, le fait du préfet, le fait du prince, c'est un petit peu la même chose en France, eh bien, effectivement, on a un réel souci. Ouais. Ce sont des personnes qui se retrouvent privées d'armes avec des confiscations qui représentent quand même une valeur financière non négligeable. Donc oui, ouais, oui, ça me pose un problème, le fichier FINIADA. J'ai une petite question. Moi, il y a une petite chose qui me dérange. D'après ce que j'ai compris, donc il suffirait d'être une personne normale, équilibrée sur le papier, etc. De passer un test, hein, quand même. Oui, passer un test, mais bon, après, ça va se poser le problème des contrôles. À quelle fréquence? Parce que je suis bien à l'instant T, mais il peut m'arriver quelque chose et dans 3 mois, je peux basculer dans autre chose. Ensuite, se pose la question de j'ai une arme, on touche à un de mes enfants, est-ce que je ne vais pas être à même de perdre un peu la raison et d'utiliser cette arme un peu trop facilement? Est-ce qu'aussi, comme je ne suis pas entraînée, cette arme ne peut pas, en voulant aider à intervenir sur une action, est-ce qu'elle ne peut pas se retourner contre moi? Autre point, moi j'étais assez d'accord avec Patrick. Là, vous prenez vos risques. Hein. Oui, mais après, j'étais assez d'accord avec Patrick sur le fait que, oui, déjà, on a du mal à faire en sorte que les policiers en activité arrivent à garder leurs armes en dehors du boulot. Je serais assez d'accord pour réarmer des personnes compétentes comme des anciens policiers, gendarmes, policiers municipaux, mais pas le commun des mortels, parce que ça me pose un problème philosophique également. Ça prouve que l'État a failli et n'est pas capable de nous protéger. Et j'attends pas tout de l'État, hein, mais j'attends au moins une chose, ça. Et ça voudrait dire qu'on a failli. Alors pourquoi pas, après la justice faillit, alors on va passer à faire des tribunaux, j'exagère, hein, je caricature, des tribunaux citoyens pour pallier la faillite de la justice. Donc je suis absolument contre ça. Moi, je ne parle pas de justice. Et ça m'inquiète aussi, si je peux me permettre. Voilà. Vous avez bien fait de vous le permettre. Le débat est intéressant et je ne suis pas fermée, mais j'avoue, ça m'inquiète. Ouais. En fait, déjà, souvenez-vous que sous la Troisième République, tout le monde était armé et finalement, on ne se lynchait pas entre Français. On était moins nombreux. On était plus éduqués, j'allais dire. Enfin, voilà. J'ai l'impression. Plus éduqués plus, enfin, je ne sais pas, la conscience, la famille. Il y a plein de choses qui se sont perdues, il me semble. Hein, donc ça. Oui, mais là, on rentre dans des considérations, ça devient extrêmement éthéré, tout ça. C'est-à-dire que justifier une privation de liberté par des considérations comme c'est plus que c'était ou c'était mieux avant, c'est compliqué juridiquement quand même. Maintenant, vous me dites, est-ce que l'arme ne va pas se retourner contre moi? Potentiellement, moi, je ne lis pas l'avenir et sous le coup du stress, vous pouvez toujours vous mettre une balle dans le pied. Hein, ça arrive même aux policiers, ça arrive aux militaires. Hein, donc, c'est évidemment que l'arme pourrait se retourner contre vous. C'est à vous de choisir si vous choisissez de prendre ce risque ou pas. Maintenant, croyez-moi bien que l'arme des criminels se retournera plus souvent contre vous que la vôtre propre. Autre chose, la crainte de l'énervement en fait du français sanguin, eh bien moi c'est quelque chose, je suis désolé hein, mais moi j'arrive pas à mépriser, enfin là en fait on touche un petit peu au manque de confiance des Français entre eux. Si vous ne vous faites pas confiance, si vous ne faites même pas confiance aux Français pour ne pas aller se tuer sous le coup de quelque chose d'impulsif les uns les autres, est-ce que vous êtes vraiment convaincu du bien fondé de la démocratie? Est-ce que vous êtes convaincu qu'il faut laisser à des personnes même pas capables de ne pas aller tuer quelqu'un dans la rue sous le coup de l'énervement le droit de choisir qui possède la clé de la bombe atomique? Je pense que ça
la question mérite réellement d'être posée. À quel point sommes-nous cohérents sur le fait que le citoyen est le souverain? Parce que si on prend le citoyen pour quelqu'un d'incapable de se contrôler, alors il est incapable de se contrôler tout le temps. Hein, il n'est pas juste capable de se contrôler pour aller voter pour quelqu'un, et ensuite il est plus capable. C'est-à-dire que soit les Français sont des adultes responsables, et à ce moment-là, ils doivent être de plein droit, et ils doivent être réellement les souverains, soit ils ne le sont pas. Et puis enfin, l'autre chose que j'aimerais pointer, que je trouve qui est une incohérence en fait dans votre objection, qui est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement, hein, et on a été élevé vraiment dans cette manière de voir les choses. Donc c'est vraiment normal, et moi-même j'avais cette manière de voir les choses jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. L'État ne peut pas vraiment être meilleur que la société dont il émane. C'est-à-dire, et la société n'est pas meilleure que les individus qui la composent. On ne peut pas espérer avoir une super justice avec un uniforme magique qui rend les juges super compétents, les policiers toujours au sommet de la probité et au sommet de la compétence parce qu'ils portent un uniforme. C'est aux Français d'être les garants de leurs propres droits. Ils ne peuvent pas exiger que l'État soit composé de gens hyper responsables qui ont toujours un self-control absolument fondamental s'ils ne sont pas capables de se l'imposer à eux-mêmes. Parce que là, on est en fait dans le mythe de l'État papa. C'est-à-dire que nous, on est des enfants irresponsables, on n'est pas toujours, hein, on est incompétent, on se met une balle dans le pied, puis on s'énerve, et puis, mais vous inquiétez pas, eux, ils se trompent jamais et ils vont tout faire pour nous. En fait, j'ai pas dit ça du tout. non, mais vous caricaturez. J'ai pas dit ça du tout. Et vous caricaturez, je caricature dans l'autre sens. Si ouais, mais là, carrément. Je vous donne le contrepoids. Il y a un réel problème là-dessus. Et moi, je suis pas, moi, je demande pas aux autres de faire ce que je suis pas capable de faire moi-même. Et donc, je ne demande pas. Par ailleurs, le rôle de la police, c'est pas une garantie. La police n'a jamais été une garantie de votre sécurité. Le rôle de la police, c'est d'aller retrouver les délinquants après. Alors, quand ils sont là au bon moment, évidemment, ils interviennent et c'est tant mieux. Et en plus, quand ils sont là, ils le font bien en général. Alors, on a une police qui est plutôt bien formée, donc là-dessus, on n'a pas trop à se plaindre. Mais le boulot de la police, c'est après le crime, hein, parce que c'est la conséquence de la présomption d'innocence. C'est une fois que le crime a été commis, on enquête et là, on va retrouver la personne. Ça, c'est une prérogative de la police. Ça, c'est pas la prérogative du citoyen armé que d'aller retrouver celui qui a commis le crime. La prérogative de la police, c'est désarmer les délinquants et aller les désarmer. Moi, le citoyen, en tant que moi, Muriel, citoyen, je sais me défendre. J'étais confrontée à des situations dangereuses. Je n'aurais jamais voulu avoir une arme dans ces moments-là. J'ai fait autrement. Avec courage et je ne me suis pas cachée derrière la pseudo-présence d'un policier qui allait arriver. Donc, et tant mieux pour vous. Voilà, donc armer le commun des mortels, moi je trouve que c'est un constat d'échec absolu et ça me navre. Voilà, vraiment. L'échec pardon, c'est mon point de vue. Ouais. Oui, mais je comprends, mais ça ne peut pas être une réussite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... comment voulez-vous que la police arrive à protéger tout le monde tout le temps? C'est pas possible. La France est beaucoup trop grande. Il y a trop d'habitants. Si vous arriviez à un niveau de protection tel que la police est en permanence en capacité de protéger chaque individu tout le temps, ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau où il y a un citoyen sur deux qui est devenu policier, en fait. C'est pas possible. On n'y arrivera jamais. Vous imaginez le nombre de villages. Le nombre de villages en France, à Crépol, ils ont essayé de venir, ils n'y sont pas arrivés. En plein Paris, quand il y a eu les attentats du 13 novembre, ils ont eu du mal à intervenir. Ils ne peuvent pas être partout. C'est juste pas possible. Ils n'ont pas le don d'ubiquité. Même s'ils pouvaient intervenir en 5 ou 10 minutes, la durée d'une agression, en général, c'est 30 secondes. Il y a d'autres moyens qui n'ont pas été utilisés. Ça, Moi, je me suis retrouvé avec un couteau sous la gorge lors d'une agression. La raison pour laquelle je suis vivant, c'est parce que le délinquant a choisi de ne pas m'égorger. Mais concrètement, il pouvait le faire. Et la police n'aurait jamais eu le temps d'intervenir. C'est pas possible. On ne peut pas imaginer avoir autant de présence de forces de l'ordre. Ouais. Même en Chine, ils n'y arrivent pas. Pourtant, je peux vous dire qu'ils en ont. J'y étais récemment. Je voudrais essayer de
Nietzsche de répondre faire ce peu à ma façon sur l'échange que vous avez eu avec Muriel. Là. Il y a une petite nuance quand on parle de la police et de ses prérogatives. La police a deux missions. Elle a une mission préventive et une mission répressive. La mission préventive, c'est la mission qui est confiée aux fonctionnaires de police en tenue, c'est-à-dire ceux qui font des patrouilles dans les rues jour et nuit, ce que nous avons appelé bien longtemps la police de proximité, a été mis un peu à l'index par nos politiques, mais bon, ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Nous ferons des propositions en ce sens, par contre, mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'il est certain que le risque qu'a soulevé donc Muriel, à savoir le citoyen armé, le citoyen qui est armé, effectivement, représente par définition, je dis bien par définition, un risque qui n'existerait pas s'il n'était pas armé. Par contre, il y a chez certaines personnes malveillantes qui n'ont pas besoin d'être armées d'un revolver ou de plusieurs pompes ou autre. Il y a des cendriers, il y a des battes de baseball qui sont des armes par destination, par usage, pardon, et donc qui peuvent faire autant de mal. Alors, pour revenir sur ce qu'a dit Muriel, il est évident que ce que j'ai dit au départ, on ne propose pas, enfin nous, Vox Ostra, et je pense que c'est pareil, que tout le monde soit armé, loin de là. Il y a une question qui a été posée donc, à Mitch par une journaliste, c'est une émission que nous avons suivie sur Sud Radio. La journaliste lui a dit que dans les statistiques, les Français avaient dit qu'ils étaient contre le port d'armes à 75%. Mais la question n'a pas été bien posée. Parce qu'il est certain que si on pose la question à tout le monde en demandant si on est d'accord pour que tout le monde soit armé, il est évident que non. On n'est pas d'accord pour que tout le monde soit armé. D'accord? Alors, j'ouvre une petite parenthèse. C'est comme la voiture, le permis de conduire. Tout le monde ne l'a pas. Voilà, tout le monde ne l'a pas. Et on donne des permis de conduire. On donne des permis de conduire. Son nom est bien approprié, je trouve. On permet aux gens de conduire, mais ils ne savent pas tous conduire, les gens. Alors, c'est sûr que si vous laissez la voiture dans le garage, vous n'avez jamais d'accident. Par contre, lorsque vous prenez la voiture, lorsque vous êtes sur le départemental ou le national ou l'autoroute, là, vous commencez à prendre des risques. On est d'accord, je pense. Oui, mais si vous regardez le nombre de kilomètres parcourus par les Français tous les jours et le nombre d'accidents et de morts, en fait, bien que si l'automobile représente un danger à ce point-là élevé, c'est parce qu'on n'arrête pas en fait de s'en servir tout le temps, mais on en a bien besoin pour se déplacer. Maintenant, si uniquement les délinquants avaient des voitures, il n'y aurait que les délinquants qui auraient des accidents. Mais surtout, il n'y aurait que des personnes à pied qui se feraient défoncer par les voitures quand il y a des accidents qui impliquent des piétons. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'interdire le port d'armes à tout le monde, en fait, ce n'est l'interdire qu'à ceux qui respectent la loi. Eux, ils en ont. Et imaginez que la police pourra arriver à désarmer une population entière. Quand on voit les intérêts financiers qu'il peut y avoir pour les malfrats à protéger leur... Parce que c'est ça aussi, hein, les délinquants, les trafiquants de drogue, leur argent est illégal. Hein, donc, ils savent que les autres peuvent se braquer entre eux, si vous préférez. Donc, ça encourage un armement qui n'est même pas forcément fait pour agresser le commun des mortels, mais qui est là. C'est-à-dire qu'en général, les règlements de compte impliquent des malfrats entre eux. Mais ces gens-là ont une nécessité d'être armés puisqu'ils ne sont pas protégés par la loi vu que leur argent est illégal. Et ça engendre une présence d'armes illégales au profit des plus en marge de la loi. Et si vous ne voulez pas que ce soit uniquement eux qui soient les détenteurs de l'ultima ratio, à ce moment-là, on fait de la vraie égalité, on fait une vraie égalité en droit, et tous ceux qui font l'effort d'apprendre à se servir d'une arme, d'avoir une formation juridique, qui n'ont jamais eu d'ennui avec la loi, peuvent avoir une arme. Vous me parliez tout à l'heure, Muriel, de suivi. Le suivi, il est déjà aussi que quand on accorde le permis de port d'armes à quelqu'un, sous réserve que l'ARPAC l'ait, on peut prendre le cas de la République tchèque, hein, qui a vraiment des critères très proches de ce que nous demandons. Lorsqu'une personne se fait juger en République tchèque
et que cette personne est condamnée pour des faits criminels, eh bien, immédiatement, son port d'armes lui est retiré. Et d'ailleurs, même souvent, ses détentions d'armes lui sont retirées. Donc, on va chercher les armes en même temps qu'on les met en prison. Et tout se passe plutôt bien. La corrélation, en fait, l'idée que des citoyens armés en plus grande proportion, parce qu'effectivement, on n'armera jamais les adolescents, ni les personnes qui ont un passé trouble, l'idée que ça va créer de la criminalité, c'est pas prouvé par les faits, en fait. Il y a pas de... La prolifération des armes n'engendre pas particulièrement de criminalité. Ça engendre des morts par arme à feu parce que les gens utilisent en général les armes quand ils veulent se suicider. Donc ça fait augmenter les morts par arme à feu parce que quand on se tire une balle, on se tire une balle, même si c'est qu'un suicide. Mais la criminalité par arme à feu n'augmente pas beaucoup. D'ailleurs, à tel point que dans les États des États-Unis, par exemple, où il y a une forte criminalité par arme à feu, il y a également une forte criminalité par arme blanche. Donc, il ne faut pas confondre l'outil et l'intention. Et je suis convaincu que la plupart des Français sont des personnes tout à fait raisonnables, pas violentes, et que ce sont des personnes qui sauront se contrôler si on leur donne, si ils possèdent une arme à feu dans des conditions raisonnables. Et poursuivre ce que je disais tout à l'heure concernant l'intervention de Muriel, elle parlait ensuite philosophiquement parlant. Il est certain que de dire qu'on propose que les citoyens soient armés, ça peut présenter donc un risque majeur, puisque on se dit, tiens, n'importe qui peut être armé. Il faut bien mettre un accent là-dessus. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Ce sont donc des propositions des militaires, des policiers, des gendarmes en retraite, s'ils le souhaitent. Et s'ils ont un casier vierge aussi. Hein. C'est-à-dire qu'un militaire à la retraite qui commet des crimes n'aurait plus droit au port d'armes non plus. Hein. Ainsi que ceux qui fréquentent d'abord les stands de tir et qui sont à même de pouvoir détenir une arme et de la porter. Parce que c'était la différence tout à l'heure, vous avez bien fait entre la détention d'armes à la maison et le port d'armes. Oui, il y a une compétence supplémentaire pour le port par rapport à la détention. Voilà. Donc, pour rassurer un petit peu, parce que ce qu'a dit Muriel, c'est un peu le sentiment de beaucoup de gens, en fait. Hein. La dérive. Voilà, c'est la dérive, c'est ce que vous voulez dire, Muriel, c'est ça? C'est pas que la dérive, c'est deux choses, parce que par rapport à Monsieur le Président de l'ARPAC, je ne me suis même pas penchée sur les chiffres et je n'ai même pas pensé que si tout le monde était armé, il y aurait plus de meurtres ou plus de crimes. C'est même pas ça le sujet, c'est la dérive. Et si notre seule solution, c'est se dire qu'il faut être armé pour faire jeu égal avec, alors je suis peut-être une naïve, mais je suis convaincue qu'on n'a pas tout essayé, ça serait un formidable constat d'échec et aveu d'échec. Et je m'y refuse. Combien de victimes des armes? L'État actuellement a des moyens d'agir, il ne les a pas utilisés. Certes, et votre réponse, c'est on ne peut rien. Vous parliez de la drogue et du trafic d'armes illégales. On peut bloquer l'argent. Enfin, on n'a pas tout essayé. Et vous, ça serait on fait jeu égal avec les voyous. Non, je ne veux pas faire jeu égal. Moi, je veux faire ma part de citoyen qui ne se laisse pas faire. Et à titre individuel, je suis intervenue dans plein de cas. Je ne veux pas qu'on me donne une arme. Je ne veux pas. Ça voudrait dire que notre, comment dirais-je, notre société en est arrivée à un point qui me désole. Quand je pense à mes enfants. Voilà, c'est tout. Dominique qui va prendre la parole après. Dominique. Oui. Bon. Pardon? Je ne l'entends pas très bien. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? Voilà, vous m'entendez là? Oui, là, on vous entend très bien. Donc, excusez-moi. Oui, il faut que tu te mettes ici. Bon, c'est bon là, je suis en live. Voilà, d'abord, je pense qu'il faut avoir une lucidité. C'est que l'État ne veut pas mettre en œuvre tous les moyens nécessaires. Déjà, il faut se le mettre dans l'esprit. Bon, première chose. Changeons l'État. Penser que tout le monde, si demain le port d'armes était autorisé, tout le monde se précipiter pour acheter une arme, c'est une vue de l'esprit
Il y a beaucoup de gens qui ne le feront pas. Moi, personnellement, j'en fais partie parce que je suis quelqu'un qui appréhende beaucoup de manipuler les armes. Déjà. Deuxièmement. Troisièmement, se servir d'une arme, à mon sens, c'est pas si facile que ça. Croire que parce qu'on a une arme à portée de main, tu donnais l'exemple tout à l'heure, si on agresse mes enfants, je vais de suite dégainer, tirer, je pense pas. Quatrièmement, les gens qui sont déjà violents et qui se servaient, comme dirait Patrick, d'une batte de baseball ou autre chose, bon, ceux-là, ils sont déjà violents. Donc, et ils ont certainement peut-être déjà une arme. Donc, le fait d'être armé peut avoir, notamment la détention d'armes à domicile, à mon sens, peut avoir un effet dissuasif. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à l'heure actuelle, on voit le développement des homejacking. C'est-à-dire que tu as des gens qui rentrent chez toi alors que tu es dans ta maison. Ça fait très longtemps que ça existe, ça. Si on en parle maintenant. Et ça fait voilà, très longtemps que ça existe. Si que tu es armé, je pense quand même qu'ils y réfléchiront à 2 fois. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu te serviras d'ailleurs forcément de ton arme. Parce que tirer sur quelqu'un avec un risque létal, quand on est normalement constitué intellectuellement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement. Hein. Ça, c'est sûr. Et ce sur quoi je voudrais terminer aussi, c'est qu'il y a un sujet qu'il faut impérativement revoir en France, c'est le sujet de la légitime défense. Parce que si tu n'as pas une arme létale, style une arme à feu ou un couteau, on pourrait envisager effectivement les armes de défense ou les bombes lacrymogènes ou les tasers, qui à l'heure actuelle sont interdits. Tu n'as pas le droit d'en avoir et de les utiliser. Voilà. Donc déjà se pose la première question, est-ce qu'avant d'avoir une arme à feu, on ne pourrait pas avoir l'autorisation d'avoir une bombe lacrymogène? Parce que si tu as une bombe lacrymogène et que tu t'en sers, en plus, c'est toi qui es suivi. Oui. Voilà. Hein. C'est-à-dire, même une bombe au poivre, hein, où plus ou moins la même chose. Voilà, il te dit, oh là là, après j'ai des problèmes de fou et c'est toi qui es embêté. Donc je pense que le problème est encore beaucoup plus large que le simple fait de porter une arme. Il faut réfléchir aussi à d'autres moyens qu'on pourrait utiliser, parce qu'il faut être lucide. Alors, on est dans une société qui est dangereuse. Elle est dangereuse, c'est une réalité. Et c'est effectivement un échec total de l'État. Voilà, parce que disons que dans un État organisé, la première chose qu'on renonce aux citoyens, c'est le droit de se défendre. Et on ne parle pas de se faire justice, on parle de se défendre et de confier à l'État. Et à partir du moment où l'État ne remplit plus sa mission, le citoyen doit avoir la légitimité de pouvoir se défendre à la mesure de ses moyens. Ce n'est pas forcément avec une arme à feu. Hein. Voilà. Mais alors, est-ce que je peux rebondir un peu sur les 2 dernières remarques, celle de Muriel, et j'ai oublié votre nom, madame. Dominique. Quand on parle de la faillite de l'État, donc vous me dites que l'État n'a pas mis tout en application, vous me disiez, Muriel. Non. On n'a pas tout essayé. Maintenant, est-ce qu'on a réellement besoin d'attendre que l'État essaye, enfin, combien de personnes en fait vont devoir se faire assassiner comme Thomas à Crépol, comme Anne-Lorraine Schmitt dans le RER, ou enfin, comme quotidiennement des gens qui se font planter, égorger littéralement en pleine rue, avant que l'État dise ok, bon bah là on a tout essayé, maintenant vous pouvez à nouveau avoir les moyens de vous défendre à titre individuel. Je trouve que c'est donner beaucoup le bénéfice du doute à l'État quant à ses capacités et quant à ses intentions réelles. Faut se souvenir aussi que quand il s'agit de défendre les hommes politiques, eux, ils ont déjà des protections armées. Les ultra-riches aussi ont des protections armées. Vous pouvez avoir des gardes du corps privés qui, eux, sont armés. Donc actuellement, quand vous êtes quelqu'un de bien placé, de bien introduit dans la société, comme un préfet par exemple, puisqu'on en parlait, hein, là, vous pouvez, eux, ils ont des escortes armées. Donc pour eux, ça va. Hein, mais pour nous, ça ne va pas. Donc pour eux, on n'a pas besoin d'attendre de tout essayer, mais pour nous, il faut attendre qu'on ait tout essayé.
il y a quand même aussi une notion d'égalité de traitement par l'État qui mérite quand même d'être posée ici, une véritable égalité devant la loi. Parce que actuellement, vous payez pour les escortes armées des autres et vous n'en avez pas et vous n'avez même pas le droit d'essayer de vous défendre vous-même. Donc, l'État sera. Est-ce que peut-être à ce moment-là, il faudrait interdire l'escorte armée, mais même jusqu'au président de la République? Et là, on verra si effectivement ils veulent combattre la criminalité. Mais ils ne le feront pas. Je vous le dis clairement, ça n'arrivera jamais. L'autre aspect, permettre notamment donc, les moyens de défense, on va dire un petit peu intermédiaires, qui vont être des bombes lacrymogènes et tout ça. On a déjà répondu à la question, c'est faute de griffes, on mange des merles. Mais les Kalachnikov en tir automatique resteront. Vous m'entendez toujours là sur le fait que tous les Français vont s'armer, je suis tout à fait d'accord avec Dominique. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans les endroits où où il n'y a aucune restriction à l'achat d'armes, si ce n'est le fait de juste avoir un casier vierge, comme les États les plus libéraux des États-Unis sur le sujet, comme dans le New Hampshire, eh bien, toute la population n'est pas armée et certaines personnes s'en foutent en fait. Donc, ce ne sera pas forcément tout le monde. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. Donc, il ne s'agit pas non plus d'obliger les citoyens à s'armer, même s'il y a un comté aux États-Unis où il est obligatoire de détenir une arme. Alors là, c'est un petit peu le... Mais bon, cette loi n'est pas appliquée. Mais de fait, c'est un endroit avec très peu de criminalité. L'idée, en fait, qu'on n'attend que ça d'avoir une arme pour se sauter dessus les uns aux autres, c'est pas prouvé par les faits. Les Suisses sont armés jusqu'à la moelle. Quand ils finissent leur service militaire, ils prennent leur fusil, on le change un petit peu pour qu'ils puissent pas tirer en mode complètement automatique, et ils le gardent à la maison. Ils peuvent tirer avec, c'est juste qu'on leur paye pas les munitions. La Suisse est un pays extrêmement armé. La Finlande est un autre pays encore plus armé que la Suisse. Ils ont des armes à ne plus savoir quoi en faire en Finlande. C'est pas un pays dangereux, la Finlande. Donc la prolifération des armes, c'est pas un facteur en fait de criminalité. Ils sont à chercher ailleurs. Maintenant, ce qu'on oppose souvent comme argument, c'est que, prenez par exemple en Chine, il est totalement interdit de détenir une arme et la criminalité y est extrêmement faible. Il y a très très peu de criminalité en Chine. On se sent parfaitement en sécurité dans la rue. En revanche, il y a certaines catégories de la population, comme les Ouïghours, qui, comme ils ne peuvent pas se défendre, ont été réduits à l'état de donneurs d'organes involontaires quand même. Donc on en est quand même à réduire les personnes littéralement à l'état de viande, puisqu'ils n'ont strictement aucun moyen de se défendre. Il ne faut pas non plus imaginer que les intentions qu'on prête aux citoyens français ou les faiblesses qu'on prête aux citoyens français, l'État a les mêmes. L'État, c'est des Français comme vous et moi. Emmanuel Macron, c'est pas un génie. Gabriel Attal, c'est pas un saint. Ce sont des gens avec leur turpitude, avec leurs limitations, qui en plus, on l'ubris du pouvoir. Si les citoyens français refusent d'avoir les moyens de les tenir en respect au minimum, il ne faut pas vous imaginer qu'ils vont utiliser toujours ces moyens à bon escient. Je sais pas, moi je ne suis pas contre la manif pour tous, par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet événement. Le mariage homosexuel, je m'en fous complètement. J'étais complètement neutre sur le sujet. Par contre, j'ai vu la manière dont ils ont été traités, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils se sont fait mettre dans des camions et mettre en garde à vue parce qu'ils portaient un t-shirt sous les instructions du président de la République, accompagné par ses préfets. C'est-à-dire que le droit français est bafoué régulièrement en France. Et il n'y a absolument aucun risque, il n'y a jamais aucune conséquence pour le gouvernement. Donc si vous me dites que vous voulez que l'État essaye réellement de nous protéger, il faut voir l'intérêt qu'il a à le faire. Parce que s'il ne le fait pas, vous allez faire quoi? Vous allez voter pour quelqu'un d'autre qui proposera exactement la même chose, qui appartient exactement au même cercle de pouvoir, qui sort en général des mêmes institutions, qui ont fait les mêmes écoles. Quel est leur intérêt, en fait, de vous défendre? Tant que vous payez des impôts, ils s'en foutent. Ça n'est pas particulièrement gênant. Tandis que si la population est à même de résister, là, l'intérêt est un petit peu plus concret.
c'est à l'État d'avoir peur du peuple. Hein. C'est pas au peuple d'avoir peur de l'État. Hein. Et si vous êtes désarmé, vous êtes plus ou moins. Il n'y a pas de réelle différence avec un État absolutiste tel qu'était celui de Louis XIV. C'est-à-dire que c'est sur la forme que c'est différent. Mais la réelle garantie de votre liberté, c'est la limitation du pouvoir. C'est pas son origine. Je sais pas si j'ai été clair, mais bon. Oui. Moi, j'aimerais juste une question pour vous, Muriel. Quels sont les moyens qui, selon vous, n'ont pas été encore utilisés par l'État? Il y a plein de moyens. D'abord, redonner de la force à la police et de l'autonomie et de la liberté à la police. On parle de légitime défense du citoyen. Les policiers, à l'heure actuelle, sont en train de se justifier quand ils font usage. Donc, il suffirait qu'il y ait un homme providentiel qui arrive à la tête de l'État et qui dise, moi, mes policiers, personne n'y touche. Enfin, il suffit de peu, il suffit de très peu, d'une volonté. Et moi, je veux pas que l'État ait peur de moi et je veux pas avoir peur de l'État. Moi, je veux que ça soit les voyous qui aient peur de tout le monde et qu'on soit le peuple et l'État contre ces voyous-là. Et j'accepte pas. Ça me fait penser à la drogue. Il y a la drogue partout, on accepte. Alors, libéralisons la drogue et faisons avec. Non, il y a des voyous. Eh ben, il faut les mettre à genoux, ces voyous. Enfin, il y a des moyens. Moi, je ne veux pas me résigner à cette faillite-là. On a un gouvernement merdique depuis des années. J'ai espoir que ça change. Je crois en moi, j'ai beaucoup d'amis policiers, j'ai beaucoup d'amis de la sécurité intérieure. Lorsque j'ai eu la chance d'être un peu élue, j'ai eu des graves soucis avec des voyous. Ils m'ont aidé. J'étais pas armée. J'ai gagné quand même. Donc, c'est possible. Et chacun à sa place. Alors, c'est vrai que c'est à nous. On ne doit pas tout attendre d'eux. Mais je crois en la force de la police, je crois en mes pompiers. Mais si l'État ne respecte pas ses pompiers, sa police, c'est sûr, ça n'ira jamais. Mais je crois que c'est possible. Un jour, il y en aura un qui va faire le job. Et celui-là, je serai là pour l'aider. Enfin, voilà. Et voilà. Et je ne me résignerai pas à me dire, j'ai eu quelqu'un en face armé avec un flingue. Je n'avais pas de flingue. Est-ce que je me suis cachée? Non. J'ai fait front. Est-ce que si j'avais eu un flingue, ça m'aurait aidé dans cette situation-là? Je pense que je me serais fait tuer parce que moi, avec mon petit cerveau construit, tuer quelqu'un, c'est pas facile, mais le mec en face, lui, il n'était pas dans la même posture. J'ai gagné autrement. Voilà. Donc, chacun son job. Moi, je sais très bien quel est le mien et je veux jouer. On a un État déficient. Je ne veux pas me résigner à sa faillite. Il y a moyen d'eux. Voilà. Et quand on discute avec des policiers, il y a moyen d'eux. Quand on discute avec des profs qui ne sont pas soutenus par leur hiérarchie, il y a moyen d'eux. Est-ce que vous pensez que l'État tchèque est en faillite? Je ne crois pas au truc que tout le monde ait un flingue. Alors, il y a un Kalachnikov en face, moi je vais avoir une Kalachnikov, et puis quand il aura un canon, j'aurai un canon. Enfin, est-ce que vous pensez que l'État tchèque est en faillite? Moi, je ne connais pas. Vous me parlez de la Finlande, ils étaient tous armés. Pourquoi? C'est un pays de chasseurs. Donc, je pense que la volonté au départ de les armer, c'est parce qu'ils étaient chasseurs, pas pour se défendre des voyous. Donc, non, là, actuellement, là, la Finlande, ils viennent d'ouvrir 300 stands de tir pour que les citoyens s'arment parce qu'ils ont peur de la Russie. Vous me parlez de l'histoire de la Finlande comme de l'histoire des Corses. Je suis corse. Tous les Corses ont une arme. Mais ce n'était pas que pour se défendre, hein. C'était parce que c'est un pays de chasseurs au départ. Alors maintenant, s'il y a quel pays n'est pas un pays de chasseurs en France, à part Paris et quelques grandes villes? Oui, mais bon, franchement, je suis on chasse partout en France. Mais pour répondre à vous, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Là. Moi, Audrey, oui. Audrey, pour répondre, moi j'y crois, voilà. Et j'y croirai jusqu'à mon dernier souffle. On peut changer les choses. Et armer les citoyens n'est pas une solution. En revanche… Vous pensez qu'ils avaient tort à la Révolution? Mais on n'est plus à la Révolution. Non, mais donc ils avaient tort. Ils ont coupé des têtes à la Révolution. La terreur. Et la terreur, c'était top? Non, c'était pas top. Et la Troisième République, ils avaient tort aussi? Ma connaissance en histoire n'est pas assez pointue pour que je puisse vous répondre. Moi, je vous réponds aujourd'hui et j'ai beaucoup voyagé, donc je connais beaucoup de pays. Je suis allée en Colombie, où vous allez dans les restos, où tout le monde a un garde du corps avec une Kalachnikov. Le port d'armes est interdit. Parce que en Colombie, il est interdit. Pourtant, alors c'est des, comment dirais-je, c'est des sécurités privées.
qui sont embauchés. Peu importe, ça fait tout drôle quand vous allez au resto et vous voyez des fusils partout. Ça fait très drôle. Je ne veux pas que mon pays en arrive là. Voilà, je ne veux pas ça pour mon pays. Je ne veux pas et c'est possible. Mais vous voulez l'interdire aux autres? Non, moi je veux qu'on redonne si on doit donner des armes, je veux qu'on réintègre d'anciens policiers. Dans l'enseignement, on manque de profs. Je veux qu'on réintègre des profs qui ne se seraient pas arrêtés si on leur avait laissé la possibilité de continuer. Je crois en la sagesse des anciens, au professionnalisme, aux compétences, mais ce n'est pas à moi d'avoir une arme. Voilà. Moi, ce n'est pas à moi. Voilà, c'est pas à moi. Donc, moi, je me battrai autrement. Voilà. C'est mon point de vue et je comprends le vôtre. Non, mais d'accord, mais on peut le discuter, votre point de vue ou... Oui, je comprends le vôtre. Il y a une question. Allez-y. Muriel, et j'entends beaucoup de gens parler des anciens policiers, des anciens gendarmes. Oui. Moi, anciens profs. J'étais tireur sportif avant que je me retire mes armes. Je tirais en moyenne 150 à 200 cartouches par séance. Un policier, aujourd'hui, si je ne me plante pas, il a un tir obligatoire par an d'un chargeur. Donc, un Glock 17, il y a 15 balles dedans, plus une chambrée, donc 16 balles par an, et vous confiez votre sécurité à des gens qui ont 16 balles par an obligatoires à tirer. Il y en a beaucoup qui sont tireurs sportifs à côté et qui vont pour leur plaisir ou pour en complément de leur métier, aller tirer à côté. À leurs frais. Oui, à leurs frais, bien évidemment. Moi, j'estime que mon instructeur de tir, qui est quelqu'un qui était un ancien para, donc oui, forcément, il a une formation pour réagir au stress et tout ça, mais c'est quelqu'un qui tire, je ne sais pas combien de cartouches par jour. Je lui fais beaucoup plus confiance à cette personne qu'à un policier. Personnellement, j'ai moins de 30 ans, je vois des policiers, des fois, qui sont sur leur vélo, sur la canebière, avec un fixe à ceinture. Il a 25 ans, le gamin, enfin, il est gamin comme moi, et je ne lui fais pas autant confiance qu'à un civil qui a décidé de s'entraîner. Je ne sais pas si notre police, comme vous le dites, enfin, comme vous le soulevez aussi, Muriel, on donne assez de moyens à notre police pour être bien équipée, pour être mieux formée, pour être mieux utilisée. Dans 2 jours, non, pas dans 2 jours, demain soir, c'est la Saint-Patrick. On se donne rendez-vous au Vieux-Port, si vous voulez, et vous allez voir une vraie scène de chaos. Je vous le prédis, il n'y aura pas un CRS, il y aura 2 équipages de BAC, à la limite, qui vont ramener 2 camions à l'évêché, un camion à Noailles, et après, ce sera libre imagination, à qui un couteau, à qui une barrette illégale, à qui un point américain, un verre à pinte, ça fait très mal dans la tête. Ces gens-là sont déjà armés en face. La police ne peut pas intervenir aujourd'hui parce qu'on ne leur donne pas la possibilité, comme vous le disiez. Mais si demain je suis délinquant, j'ai envie d'attaquer telle personne, est-ce que je vais le faire? Parce que là-bas, j'ai vu qu'il y avait une dame qui a 60, 65 ans. Je ne sais pas si elle est armée. On ne parle pas d'un port d'armes à l'ARPAC. Je me suis renseigné un peu avant quand même. On ne parle pas d'un port d'armes comme au Texas. On n'a pas son revolver 6 coups à la ceinture qui dépasse. On a une veste, c'est un port dissimulé. Pour que personne ne sache si vous avez ou pas une arme. Le poids de est-ce que je vais pouvoir agresser en toute sécurité en tant qu'agresseur, il est très amoindri, enfin, il est rebaissé parce que peut-être c'est pas mettre des citoyens à égalité avec les policiers parce qu'ils auront toujours leur mission, mais c'est juste un pouvoir de dissuasion. Ah, on vous a perdu. On a perdu. Désolé si c'était trop. Non, Trop rentre dedans. Alors, si vous n'êtes pas à l'ARPAC, s'il vous plaît, rejoignez-nous. J'y étais, mais depuis que j'ai plus mes armes,
on n'est pas obligé de détenir des armes pour être à l'ARPAC. On a beaucoup de personnes qui ne sont pas tireurs sportifs. Moi, c'est mon cas, mais bon. Je pense qu'il y a... Vous m'entendez toujours, là? Il y a effectivement il y a du bon sens hein, dans ce que vous dites. Alors, c'est pas très honnête vis-à-vis de Muriel, parce qu'elle est plus là. Alors, j'aimerais qu'elle puisse répondre, parce que, mine de rien, elle a pris une position forte et elle la soutient avec courage. Hein, donc, ce qui est, même si c'est pas la mienne, je reconnais que, bon, au moins, elle a de la verve. Je suis assez d'accord donc avec votre intervention, monsieur, mais je pense même pas qu'il y ait une réelle volonté hein, actuelle de donner vraiment plus de moyens à la police pour la sécurité des Français. Quand on voit que ce qui a le plus augmenté en fait en termes d'attribution personnelle et en termes d'attribution de moyens, ce sont les forces de police qui sont en charge de la protection des personnalités. C'est-à-dire que de plus en plus, moi je me souviens de la police dans les années 80 et 90, on se sentait quand même beaucoup plus proche de la police dans les années 80 et 90 que maintenant, où il y a une distanciation qui est faite parce que, avec le temps, l'État finalement devient de plus en plus friand de sa prérogative au niveau de ce qu'on appelle son monopole de violence légitime. Merci. Et finalement, il est logique, en fait, que les institutions ne poussent pas la police à faire beaucoup plus de sécurité, puisque les institutions n'y ont pas particulièrement intérêt. Ça augmente en plus le besoin d'État. La recherche de l'homme providentiel, elle est augmentée par la délinquance. Donc, quelque part, l'État fleurit, en fait, profite de cette insécurité. On en appelle toujours à l'État. Donc, on en appelle, en fait, à l'État pour résoudre le problème qu'il a laissé lui-même se répandre, alors que c'était lui qui nous avait fait la promesse que si on rendait nos armes, il allait justement s'occuper de tout. Donc, c'est la personne qui nous a fait la promesse et qui a failli à sa promesse, à qui on demande de finalement maintenant la tenir, alors qu'il ne l'a jamais réellement tenue. Tant qu'il y aura un crime en France, ça voudra dire que l'État a failli à sa mission de protection. Et je ne pense pas qu'on verra le jour où il n'y aura plus un seul crime en France, ni un seul viol, ni une seule extorsion violente. Franchement, je l'espérerais. Hein. Si je pouvais, moi qui adore tirer, si je pouvais rendre mes armes et effectivement, concrètement, il n'y a plus de criminalité, je les abandonnerais avec plaisir pour la paix de mon pays. Mais moi, je pense que fonder sa stratégie de survie et d'autopréservation sur des promesses d'hommes politiques, ça ne me semble pas être une bonne stratégie. Voilà. Les policiers sont des gens qui sont en général dévoués et compétents, mais déjà ils font ce qu'on leur demande, ce qu'on les laisse faire, parce que comme vous l'avez souligné, comme l'a souligné Muriel tout à fait tout à l'heure, même eux, à des moments, quand ils essayent de bien faire leur travail et qu'ils s'opposent frontalement aux délinquants, finalement c'est pas loin que ce soit eux qui se retrouvent derrière les barreaux. Il n'y a pas de raison de croire. Enfin, Einstein disait que confier la résolution d'un problème à celui qui l'a créé, c'est pas raisonnable du tout. Il disait également que la véritable définition de la folie, c'est de retenter la même chose et d'espérer un résultat différent. Désarmer le peuple et laisser l'entière responsabilité de la sécurité des citoyens à l'État, on l'a fait plein de fois et ça n'a jamais vraiment fonctionné. Et je pense pas... finalement, notre réel point de désaccord avec Muriel, c'est qu'il suffise d'avoir un homme providentiel qui s'attelle réellement au travail pour résoudre le problème. Moi, je pense que l'homme providentiel ne peut pas être plus providentiel que le peuple qui l'a élu, et que c'est au peuple de montrer l'exemple à l'État de savoir ce qu'ils veulent. Et si on a un peuple composé de citoyens forts et qui se disent, écoutez, moi je serai responsable de ma sécurité et de mon environnement,
je vais me responsabiliser, je vais prendre les choses en main à mon niveau. Je veux pas, voilà, mais quand je serai quelque part dans l'espace public, je vais déjà essayer de garantir ma sécurité pour que la police puisse faire autre chose. Je vais essayer de protéger ceux qui sont dans mon entourage parce que la fraternité qui est sur les frontons de la mairie, c'est quelque chose en lequel je crois. Et moi, je crois que je dois défendre mes frères. Et donc, voilà, moi, je demande le droit de faire ça. Et en échange, moi, ce que je vous demande, c'est de mettre beaucoup de moyens dans les enquêtes pour que ceux qu'on n'a pas réussi à arrêter, vous alliez les chercher. Mais je pense que si le citoyen fait réellement cette démarche, eh bien là, l'État se sentira vraiment contraint de faire la chose pour laquelle les citoyens ont montré l'exemple. L'État ne sera jamais meilleur que les citoyens. Nous sommes l'élément de base. C'est pas en assemblant des gens faibles qu'on fait quelque chose de fort. C'est aux citoyens de redevenir forts pour qu'ils aient un État qui soit à leur mesure. Donnons l'exemple à l'État. N'attendons pas que l'État nous donne l'exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a plus de questions? Bon, donc peut-être, Mitch, vous allez clôturer. C'était très intéressant. Merci. Il est certain que les échanges que nous avons, bon, rien n'est figé. Il est certain aussi que, ça c'est mon humble avis, hein, je le dis, c'est pas parce que demain il y aura des gens armés qui ne le sont pas à l'heure actuelle, c'est-à-dire des policiers à la retraite, militaires à la retraite ou autres personnes capables d'être armés, ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura plus de criminalité. Hein. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura plus de gens qui seront dans les rues, malfaisants et en train de Bien d'accord. Par contre, ça a été dit tout à l'heure, je crois par Dominique, il me semble quand même que alors, je ne parle pas de haute criminalité, là. Je parle de petite délinquance. Parce que la haute criminalité, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui vont faire des braquages ou qui font du trafic de drogue et compagnie. Bon, mis à part les personnes malheureusement qui habitent dans les cités qui le subissent, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui enquiquine le commun des mortels? C'est celui qui vous agresse dans la rue, c'est celui qui vous sort un couteau pour vous prendre de l'argent, c'est celui qui vous casse la voiture, voilà, c'est ça. Peut-être, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, je dis peut-être, s'il y a une autre façon de voir les choses, si quelques citoyens capables d'être armés le sont, ceux qui auront des mauvaises idées pourront se dire « Oh, là peut-être que je vais essayer de voler la voiture, mais peut-être que le gars, je parle au Jacquim par exemple, peut-être que le gars il est armé, bon alors je vais pas y aller. » Voilà, c'est juste ce que vous voulez rajouter. Ce sont des choses qui sont arrivées. Hein. Il y a eu, on parle très souvent par exemple un argument fort, enfin en tout cas fréquent pour l'opposition au port d'armes, on parle souvent des tueries de masse aux États-Unis avec des gens qui effectivement pètent des câbles. Hein. Bon, c'est malheureusement souvent d'ailleurs des tueries qui ont lieu en très grande majorité dans des endroits où le port d'armes est justement interdit. Hein. Ils font attention, hein. Ils préfèrent pas. C'est malheureusement pas des. Enfin, heureusement, c'est pas des courageux, ces personnes qui font des tueries de masse. Mais quand ils font l'erreur, en fait, de tenter le coup et d'agresser, de faire des tueries de masse à des endroits où justement les citoyens américains ont le droit d'être armés, en général, ça se passe très mal pour eux. C'est-à-dire que là, il suffit de pas grand-chose, en fait. On a eu plusieurs cas. Dans l'Indiana, il y a eu quelqu'un qui était vraiment venu avec un sac de sport, qui est rentré dans les toilettes, il avait tout l'équipement, il s'est mis un gilet pare-balles, etc. Il a sorti un fusil avec des gros chargeurs, il voulait faire un carton, il a commencé à tirer, tout le monde est parti, il y avait un homme avec une arme de poing qui l'a aligné à 30 mètres et qui l'a dégommé. Donc ça s'est arrêté extrêmement vite. Il y a eu une fête étudiante où il y a un homme qui est arrivé avec un fusil, il a même pas eu le temps de tirer, il a aligné son arme, et il y avait une jeune fille d'une vingtaine d'années, une étudiante qui était une porteuse légale d'armes, qui l'a vu faire le mouvement de trop et qui a mis fin immédiatement à l'agression. Donc c'était pas des gens particulièrement entraînés. Hein. Donc il y a quand même, on a des cas, hein, c'est documenté, hein, il y en a régulièrement, hein, des cas de civils armés qui ont la bonne démarche.
Maintenant, c'est pas une garantie. De même qu'avoir un extincteur chez vous, c'est pas une garantie qu'il n'y aura pas de feu. Hein. Par contre, c'est une garantie que vous aurez peut-être quelque chose pour tenter le coup. Voilà. C'est avoir le droit à la dernière chance, on va dire. Avoir le droit d'avoir vraiment de quoi tenter le coup, de sauver sa peau. Je pense que c'est pas trop demandé et que je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Maintenant, si on en est réellement à la conclusion, alors déjà, je voudrais quand même remercier Vox Nostra de m'avoir invité. Hein. C'est pas tous les jours qu'on me tend le micro, ça compte. Donc merci à Patrick, merci à Audrey pour l'organisation. Je tiens quand même enfin à remercier Muriel parce que c'est elle qui m'a le plus confronté dans mes convictions. Elle l'a fait avec courtoisie. Elle l'a fait en sachant que je suis plutôt préparé sur le sujet puisque je suis le président de l'association qui défend ça. Et elle est allée au charbon. Donc voilà, je voulais vous remercier de m'avoir apporté la contradiction parce que sans contradiction, il n'y a pas de débat. De la cordialité avec laquelle vous l'avez fait. J'aimerais bien que mes opposants soient souvent un peu plus comme vous. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci Yvick, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et merci Muriel. Muriel est une nouvelle adhérente, donc c'est normal qu'elle soit comme ça, tout simplement. Mais voilà, vive le débat. Merci à vous, monsieur, aussi. J'ai oublié votre nom, mais voilà, rejoignez-nous. Voilà, donc notre prochaine réunion, que vous le sachiez, c'est mardi prochain. Et il y aura des personnes présentielles et aussi en visio.